Elle est dure cette question. Bah, les deux, on est les trois mousquetaires quand même. On peut pas choisir un des deux. If it's true, then why you running? You running. Ooh, oh. If you're really being honest, if you really want this, ooh, oh. Why you acting like a stranger? What's with your behavior? Ooh, oh. Bonjour. Les marchés de l'inflation permettent aux investisseurs d'échanger leurs opinions sur l'inflation à des fins de couverture, de gestion des risques, de valeurs relatives ou à des fins fondamentales. Les marchés existent essentiellement sous deux formats principaux, les obligations indexées sur l'inflation et les swaps d'inflation ou autres dérivés. Les obligations souveraines indexées sur l'inflation sont émises par le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni. En Europe, les linkers représentent entre 8 et 9% du marché total des obligations d'État conventionnelles plus linkers, tandis que la proportion au Royaume-Uni est plus élevée, d'environ 22%, comme vous le voyez sur notre graphique à notre droite. Parlons maintenant du taux nominal et du taux réel. Pour une obligation indexée sur inflation, son taux nominal peut se distinguer en un taux réel et un composant d'inflation. À chaque date de flux de trésorerie, les linkers paient un vrai coupon fixe sur un notionnel gonflé, en effet le paiement final étant augmenté par l'inflation accumulée sur la durée vie de l'obligation. Nous voyons donc maintenant la structure des cash flows d'un linkers et particularité des linkers, le seuil de déflation. Toutes les obligations souveraines européennes indexées ont un plancher d'inflation sur le principal, à 100, pour protéger les investisseurs contre l'inflation négative accumulée au moment du rachat. À l'exception des linkers britanniques, sans plancher. Donc là, nous pouvons voir un graphique qui représente le seuil de déflation qui empêche la perte en cas de déflation. Parlons maintenant du break-even ou, en français, point mort d'inflation. Pour une obligation, cela correspond au niveau d'inflation qui doit être réalisé afin qu'une obligation indexée soit de valeur égale à une obligation nominale. Pour un swap d'inflation, ça correspond au taux d'inflation annuel qui doit être réalisé au cours de la vie du swap pour obtenir un gain nul. Parlons maintenant du lag de 3 mois et 8 mois. Les flux de trésorerie des coupons et des remboursements sont indexés sur un indice d'inflation sous-jacent, et les variations d'inflation sont généralement appliquées avec un décalage de 3 mois pour les linkers européens, voire 8 mois pour certains linkers émanant du Royaume-Uni. Ce lag, ou décalage en français, s'explique par le temps nécessaire à la collecte, au traitement et à la publication des données sur l'inflation. En intégrant les données de l'inflation avec ce décalage, les instruments indexés sur l'inflation peuvent tenir compte du fait que ces données ne sont publiées que mensuellement, ce qui explique ce décalage. Parlons maintenant des différents indices d'inflation. Un indice de base pour chaque linker est calculé comme l'indice de référence au jour à partir duquel les intérêts courent, bien que tous les linkers ne fassent pas référence au même type d'index. Sur l'écran, vous pouvez voir les différents index qui sont associés aux différentes zones. L'objectif d'inflation jugé idéal est de 2% pour la BCE. On remarque sur ce graphe les différents poids sur l'indice HICP. Donc on peut voir l'alcool, la nourriture qui domine à 16%. On voit aussi les frais de logement, d'électricité et d'eau à 17%. Donc nous avons beaucoup plus d'importance dans le poids des logements, dans la nourriture, dans l'alcool et dans le tabac, respectivement 26% et 24%. Nous voyons donc sur ce graphe Bloomberg l'index français comparé à l'index du Royaume-Uni, et les différences évoquées sur les poids dans les slides précédents soulignent bien la différence entre le RPI et le CPI. On voit bien ici que les différents pays ont une courbe similaire qui suit plus ou moins la même tendance, mais à des hauteurs plus ou moins différentes. Sur cet autre graphe Bloomberg, vous pouvez voir la comparaison de tous les index de différents pays. En rose, le français, en rouge, le Japon, en bleu, le russe, et en jaune, le chinois. Donc on peut remarquer que tous ces index se suivent plus ou moins, sont plus ou moins corrélés avec différentes hauteurs selon leur méthode de calcul respective. On peut donc aussi observer dans tous les indices la saisonnalité. Chaque année, à des périodes plus ou moins prédéfinies, nous voyons une baisse plus ou moins prononcée. Chaque année en décembre, on voit une baisse en décembre qui est expliquée par les soldes. Et on voit souvent aussi en février et en août une hausse de l'index due aux vacances et à la hausse de la consommation. Parlons maintenant du deuxième type de produits qui sont les swaps d'inflation. Nous avons
les zéro coupon swap. Ce sont les produits dérivés liés à l'inflation, les plus liquides et les plus communément échangés sur les marchés. Un investisseur achetant un swap zéro coupon, on dira qu'il reçoit l'inflation et paye le taux fixe. Il reçoit donc l'inflation cumulée réalisée par rapport à un montant notionnel, tandis que le vendeur du swap recevra les intérêts cumulés du taux fixe sur lequel se seront accordés les deux contreparties à l'initiation du swap, qui représente le break-even attendu. Ce sont les dérivés liés à l'inflation les plus liquides et les plus communément échangés. Et on a aussi le year-on-year swap, le swap annuel en français, qui consiste en l'échange du taux d'inflation annuel réalisé contre un taux fixe pour un an.